Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, l'espace qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. On construit, sans le savoir, un état de perfection pour l'humanité. Depuis nos origines, depuis l'origine de l'humanité, on travaille intuitivement à atteindre cet état de perfection. Cet état de perfection, c'est en gros schématiquement le paradis. On construit le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais c'est la destinée de l'humanité, selon ma réflexion. Hein. Et c'est une analyse, rationnelle, on va dire. C'est pas quelque chose de perché, comme on dit, hein, en règle générale. Voilà. Donc, cet état de perfection, ben, c'est une humanité qui fonctionne totalement bien, de façon unifiée. La fin des frontières, la fin des violences, des guerres, la mise en commun de tout, etc. Voilà. Et là, c'est pas sans rappeler justement le travail que je suis en train de faire à partir des chemins de la philosophie, sur Platon, la République, sur la République de Platon. Donc, la République de Platon, c'est une pure merveille. Voilà, c'est tout simple. Je n'ai pas lu le livre, mais je travaille sur ces épisodes. Donc, c'est l'épisode 4, Platon est-il communiste? Et les propositions de Platon, ben c'est incroyable, quoi. C'est vraiment... c'est merveilleux. Alors, oui, effectivement, on peut critiquer les propositions qu'il fait. Platon est-il communiste? Et c'est clair que ces propositions ressemblent à du communisme. Il faut les resituer à son époque, il y a 2500 ans. Comment vivaient les Grecs à l'époque? Qu'est-ce qui l'amène de novateur, etc., etc. Il y a déjà quelque chose d'hyper novateur, c'est l'égalité entre hommes et femmes. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont incroyables et qui ressemblent à quoi ressemblera l'état de perfection dont je parle. L'état de perfection dont je parle qui va de façon naturelle. On n'est pas au niveau de Platon qui cherche à atteindre, qui veut imposer en fait ce type de société, qui propose à la société cela. Mon analyse, c'est l'humanité va vers cet état qui peut s'apparenter à des valeurs communistes ou anarchistes, etc., des valeurs d'égalité absolue, des valeurs... Mais elle y va de toute façon, c'est pas par la volonté humaine. C'est pas par la volonté des hommes, c'est parce que c'est le chemin de nos progrès, les progrès que nous instillons à l'humanité dans notre travail quotidien, tous les jours. L'humanité, les progrès qu'elle fait, la maîtrise progressive du comportement, la maîtrise progressive de l'environnement, la maîtrise progressive du questionnement, amène à ce type de valeur. Donc je reprends l'audio, et puis je commente, c'est comme ça que je travaille. Trois classes, donc, voilà, les trois classes de la cité. Trois classes, producteur, auxiliaire, guerrier et gardien. Alors parfois, dans son exposé, Socrate associe les deux classes supérieures, va les désigner du même terme, qui peut être d'ailleurs le terme de gardien, comme celui aussi d'auxiliaire. Les deux termes vont pouvoir fonctionner pour désigner soit chacune des deux classes, soit les deux classes ensemble. Bon. Donc il y a trois classes, c'est-à-dire il y a les auxiliaires qui seraient les dominants, les chefs d'État, le système qui organise. Les guerriers au milieu, la classe des gardiens, qui seraient les forces de l'ordre, les militaires, etc., ce genre de choses. Et puis la classe des producteurs, c'est-à-dire les ouvriers, les paysans, ceux qui entretiennent l'humanité et qui la construisent, en fait, techniquement. Voilà.
Bon. Et donc là où il va y avoir une véritable communauté des biens, c'est pour les deux classes supérieures. Bon, et tout particulièrement pour la classe supérieure. Et cette communauté des biens, en réalité, est on devrait plutôt la définir comme un régime de salariat, parce que d'une part, il n'y a pas de propriété privée, quasiment pas de propriété privée. Ils posséderont le strict minimum, nous dit Socrate, c'est-à-dire probablement leurs vêtements, mais guère plus. Et puis tout le reste. C'est quand même énorme quand on y réfléchit, le fait que ça soit que tout soit mis en commun. Cette mise en commun, c'est incroyable, et que les dominants, donc ceux qui vont avoir la charge de la société, les chefs d'État, les ministres, l'élite en somme, doivent se contenter du strict minimum et de vivre justement avec, parce que sa mission c'est de faire la cohésion de l'ensemble. Donc elle a une mission inouïe. Et c'est vraiment génial comme pensée en réalité. Et là, on voit le problème que pose justement le fait de poursuivre des places parce qu'elles sont bien payées, de poursuivre, etc., etc. C'est un problème pour notre évolution. Tout le reste leur sera donné par autre chose, on le voit dans les forces de l'ordre, s'ils sont payés au rendement, ça fait un système qui est complètement décalé, qui peut amener de la violence, de l'agressivité, et en fait du désamour envers le peuple et le peuple envers ses forces de l'ordre. Les producteurs. Donc en fait, ils sont les salariés de la communauté dans son ensemble. Les producteurs, c'est-à-dire la troisième classe, artisans. Voilà, les artisans. Ils produisent les biens pour que la cité puisse vivre au fond. Les fabricants de richesse, les producteurs de richesse. Et ces derniers sont propriétaires, soit de leur atelier ou de leur manufacture, soit de leurs terres ou de leurs troupeaux. Bon, et donc la richesse annuelle produite par ce capital, une part en sera prélevée et donnée à ses gardiens, à ses auxiliaires, en fait, pour leur entretien. Ils sont payés par le peuple. Le peuple les paye, mais les paye au strict minimum. C'est ça qui est vraiment incroyable comme pensée. Évidemment, un système comme ça oblige le système des dominants à être dans la vocation, tout simplement, à être conscients de leur mission, parce que c'est plus l'argent qui les... Et ça, c'est renouvelé annuellement. Bon. Ce serait l'équivalent, quoi, des députés, de autres... Oui, mais des députés qui n'auraient rien. Ouais. Qui n'auraient rien. Et même en tant que corps, ils n'ont rien. Il n'y a pas de propriété commune. Voilà. Donc, en fait, la véritable richesse est possédée par la troisième classe, par le peuple, et une petite partie de celle-ci est allouée par cette troisième classe aux classes supérieures pour leur entretien. C'est inouï. Et donc, on voit aussi ici la grande différence avec le communisme tel qu'il va être envisagé beaucoup plus tard au XIXe siècle, particulièrement par Marx et Engels, parce que ce dont eux parlent essentiellement, c'est la mise en commun des moyens de production. Et c'est précisément ce qui est exclu du communisme platonicien. Donc là, il y a une vraie divergence entre le communisme, disons, auquel nous sommes habitués, qui est celui du XIXe siècle, celui qui est envisagé par les penseurs du XIXe siècle, et le communisme platonicien. Somme toute, ce communisme platonicien... Donc, en somme, les usines, les trucs, c'est pas possédé par le peuple, c'est la mise en commun de l'ensemble, par l'ensemble. Ça appartient à la communauté, en somme. Exclut ce qui était précisément mis en commun, ou ce qui sera précisément mis en commun par les communistes du XIXe siècle. Voilà. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais faire un bref rappel. Ensuite, pour ce qui est de la mise en commun des femmes. Alors, cette mise en commun, elle passe par une réglementation du mariage. Par une réglementation du mariage, et le principe général est le suivant, c'est qu'aucune femme ne pourra vivre en privé avec aucun homme. Ça, c'est la règle générale. Bon. Alors maintenant, il faut quand même assortir les individus, au fond, parce qu'il y a une nécessité. C'est quand même,
faut bien marquer la réflexion de Platon et de Socrate, parce que c'est pas des réflexions anodines, c'est pas comme ça des propositions qui seraient pas réfléchies, c'est mûrement réfléchi derrière, par rapport à ce que vivent les femmes à l'époque. Platon dit non pas géométrique, mais érotique, qui s'impose et qui va faire que inévitablement, il convient d'appareiller les deux sexes. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre ? De façon érotique, c'est-à-dire, il faut vraiment qu'ils se plaisent. Vie privée, puisqu'il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de vie privée partagée dans un foyer. Les conjonctions seront essentiellement sexuelles et elles seront nocturnes. Parce que dans la journée, tous ces individus mèneront une vie au grand air, dehors, et partageront les activités de garde, de direction, et les repas. Donc on ne s'accouple pas pendant la journée ? Non. Ouais. Mais on fait ça pendant la nuit. Voilà. Et alors, on fait ça... Donc selon quels critères alors ? On a bien compris qu'on n'était pas tellement libre de choisir. Non, on n'est pas libre. Personne n'est libre de choisir ici. Il n'y a pas beaucoup de liberté. Il n'y a pas de liberté. Alors, il n'y a pas de liberté. Il faut voir qu'il y a... une première règle. Bon, c'est clair que ça pose quand même des problèmes de liberté. Mais l'idée, elle est... Le fondement est au-delà de ça. C'est que la vie, bon voilà, la sexualité, c'est pas quelque chose qui doit tomber dans la démesure. C'est quelque chose qui doit être mesuré. Voilà le principe. Bon, une première règle qui va... Alors ça, ceux qui sont dans la démesure souffriraient de ça. D'un choix qui va conduire ceux qu'on considère comme les meilleurs à être liés à celles que l'on considère comme les meilleures. Et donc, ce choix-là, il va être privilégié, on va faire en sorte qu'il soit plus fréquent que le précédent. Mais alors, quand j'évoque le mot choix, on a l'impression que soit un chef choisi pour ses subordonnés, soit ce sont les subordonnés eux-mêmes qui se choisissent. En réalité, il n'y a pas du tout de choix. Non. Le terme est inexact, il y a un tirage au sort. Bon. Alors, ce tirage au sort, donc c'est un aléa qui va décider de l'appariement des membres des deux sexes. Sauf que c'est un tirage au sort qui est truqué. Les dés sont subtils, dit Platon. Et ils vont être truqués de quelle manière ? De la manière suivante, c'est qu'on va faire en sorte que ceux dont on estime qu'ils sont les meilleurs aient plus fréquemment l'occasion de s'unir avec celles dont on estime également qu'ils sont les meilleurs. C'est la légitimation du mensonge en politique dont on parlait hier. On peut tout à fait mentir au peuple dès lors que ce mensonge est noble, c'est-à-dire qu'il sert la cause du pays. Voilà. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que, évidemment, pourquoi est-ce qu'on recourt au tirage au sort ? Parce qu'il faut précisément éviter qu'il y ait des dissensions. Le sort ici, c'est pas. Il ne faut pas qu'il y ait dans la pratique archaïque du monde qui se sente injustement traité. Donc le tirage au sort fait que le peuple croit que tout est égal, qu'il y a l'égalité. En somme, c'était pour préserver la paix sociale. Voilà, qu'il n'y ait pas de tension entre les trois groupes. C'est ce qui est recherché par Platon. Dans la pratique archaïque du tirage au sort, la voix donnée au Dieu. Il ne s'agit pas du tout de faire du Dieu le responsable du mariage, mais il s'agit précisément de faire en sorte que ceux qui sont sortis du mariage, parce que les dés sont truqués, ne puissent s'en prendre à personne. C'est la faute à pas de chance. Voilà. Et c'est pour ça que le sort est utilisé, parce qu'il faut qu'il ne puisse pas rendre tel ou tel fautif ou coupable de leur exclusion du champ du mariage. Ben là, on comprend la dimension ultra élitiste de ce texte, qui est de dire qu'il y a quand même une frange de la société, qui d'ailleurs c'est pas une frange, c'est une classe, la classe supérieure, qui va décider pour tous les autres en leur mentant, en leur faisant croire que c'est pour leur bien. Soyons clairs, il ne s'agit pas des producteurs. Il s'agit de la classe supérieure, donc c'est une hiérarchie interne à la classe supérieure. Entre eux. C'est pas du tout, les producteurs, on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Donc c'est pas l'élite qui ment au peuple, pour le faire. Non, c'est l'élite qui ment à l'élite. Ils se mentent entre eux. Ils se cachent. Alors, mais c'est pour qu'ils se sentent pas. Mais c'est ça où c'est vraiment parce que cet esprit de compétition dans le monde des dominants, il est inouï. Les gens se jalousent, les gens se regardent. Les milliardaires entre eux, ils ont cet esprit de compétition qui est extrêmement peu ancré en eux. Donc,
y a un côté comme ça où c'est pas la fraternité, c'est pas la fraternité qu'on retrouve dans le peuple, parce que voilà, il y a l'esprit de compétition est beaucoup plus faible. Dans le système dominant, c'est autre chose, et ça fait que les relations sont la compétition, elle est féroce, quoi. Elle est violente dans le fond, et donc c'est eux qui sont à maîtriser en réalité. C'est pas le peuple. Le peuple, il est fraté. C'est pour ça qu'on va vers la démocratie, la souveraineté du peuple. Les valeurs du peuple sont par essence plus paisibles que les valeurs des dominants. Les valeurs des dominants, elles sont plus agressives. C'est eux qui déclenchent les guerres, c'est eux qui déclenchent, qui ont choisi une mondialisation féroce. C'est les dominants qui ont choisi ce type de mondialisation. Ils pouvaient très bien faire une mondialisation vraiment respectueuse, fraternelle, etc. C'était possible. On voit bien là les dominants actuels, on voit bien qu'avec l'élection de Trump, c'est le féroce qui arrive. C'est pas on va unifier l'humanité, on va faire en sorte que ça soit la justice qui prédomine. Non, c'est America First, on va imposer ça et ça, et puis les autres vont être obligés de suivre. Ça, c'est le mécanisme de la mentalité des dominants. La mentalité des dominants est derrière le narcissisme, la compétition, etc. Ça fait partie de leur qualité, mais de leur défaut. C'est pour ça que le peuple préfère la démocratie. Et la démocratie voudrait que un Trump arrive au pouvoir, il demande au peuple, est-ce que vous voulez que le monde soit paisible ou vous voulez que le monde soit en ultra-compétition? Voilà, et là ça ferait oui, autre chose. C'est encore plus troublant quand on constate que dans la même phrase, il est dit que on va encourager les relations sexuelles entre ceux qui ont été les plus braves sur le champ de bataille. Bon, et ça va apparaître comme une récompense. Oui, c'est ça, il y a une gratification érotique. Et donc, quand on voit bien le texte, on constate que cette gratification érotique, elle ne peut pas être du même ordre que le mariage. Parce que, évidemment, elle est ouverte, cette gratification érotique. C'est une récompense, c'est un prix. Donc on ne peut pas cacher la chose, oui. Elle est officielle. Donc vous avez une tension entre, d'une part, le fait que le mariage officiel est un mariage aléatoire, choisi officiellement au hasard, manipulé. L'assortiment est fait au hasard, et d'autre part le fait que ces gratifications érotiques qui vont favoriser l'accouplement des meilleurs, qu'on n'a pas le droit de refuser, c'est bien précisé dans le texte. Exactement. Ouais. Lui est complètement laissé à l'initiative des individus, et il est présenté comme une récompense. C'est ça. D'accord. Donc en fait, quand on lit bien le texte, il y a deux régimes de sexualité. Il y a un régime qui est un régime, disons, conjugal. Et là, c'est le sort qui règne, c'est officiellement le sort qui règne. Et puis, il y a un deuxième régime de sexualité qui est non conjugal. Et là, c'est un régime où il peut y avoir une initiative individuelle. On laisse au meilleur le choix du partenaire. Homme ou femme ? Homme ou femme. Enfin, disons que c'est présenté d'abord comme plutôt un privilège masculin. Et puis, quand Platon revient là-dessus, il y a une petite phrase et il parle d'un système qui honore les hommes et les femmes. Mais est-ce que ça veut dire que l'homme peut choisir un homme comme gratification érotique ? Probablement. A priori. Probablement. C'est pas uniquement. Là, du coup, c'est érotique, c'est pas pour la fin reproductive. Mais l'idée est quand même que ça favorisera la naissance d'excellents sujets parce qu'ils auront eu des ascendants eux-mêmes choisis. Donc voilà. Il y a un côté aristocratique qui est là et qui maintenant ne serait plus du tout de circonstances. Mais à l'époque, Platon était de décence aristocratique, il était pour l'aristocratie, je pense. Mais voilà, en même temps, il essaye d'amener quelque chose de juste. C'est critiquable, bien entendu, toutes ces choses-là. Mais il faut aller regarder ce qu'il est. Les intentions réelles. Voilà, il faut avoir à l'esprit qu'il y a deux régimes de sexualité. Un qui est conjugal et l'autre qui ne l'est pas. Une question qui peut paraître annexe, mais que Platon prend au sérieux. Comment fait-on, selon ce système, pour éviter l'inceste ?
Alors, parce que si on sait tirage au sort et qu'on ne sait pas qui est le fils de qui, la sœur de qui, on peut tout à fait se retrouver, se reproduire avec son frère ou sa sœur. exactement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va changer les appellations. On va modifier le langage. On va appeler frères et sœurs tous ceux qui naissent de manière simultanée, qui appartiennent exactement à la même génération. Parce Voilà. que je le rappelle, donc les enfants sont mis en commun. Hein. Ils sont mis en commun. Ils sont et enlevés à leur voilà. mère au moment de la montée de lait, Exactement. précise-t-il, on les met tous les met en ensemble commun. et on ne sait plus qui. Et tous ceux qui sont nés au même moment s'appellent frères et sœurs. D'accord. Bon. Et ils appelleront parents tous ceux qui se sont unis 8 mois, entre 8 et 10 mois avant leur naissance. D'accord. Voilà leurs parents. Donc ça ne protège pas du tout de l'inceste. Ça protège de l'inceste Pas des vertical. relations incestes. Oui, c'est ça. Ça protège de l'inceste vertical parce qu'il sera interdit de se lier avec ses ascendants. Tout comme il sera interdit de se lier avec ses descendants. Mhm. Voilà. Bon. En revanche, l'inceste entre frères et sœurs est parfaitement toléré. Il est levé, l'interdit de l'inceste est levé. Sauf que les frères et sœurs ne sont précisément pas biologiquement des frères et sœurs. Ce qu'ils appellent frères et sœurs, ce sont précisément des gens qui ne sont pas Bah, il frères doit et y en sœurs. avoir. Eh bien non, Ah bon? puisque vous appelez frères et sœurs ceux qui... sont Oui, nés en mais même temps que vous. biologiquement, un homme et une femme peuvent avoir ensemble plusieurs enfants, Alors, même avec voilà, le tirage au il peut y sort. avoir des frères et sœurs qui appartiennent à des générations différentes. Mais ceux-là ne seront pas appelés frères et sœurs. Donc en fait, les frères et sœurs biologiques ne sont pas appelés frères et sœurs, et ceux dont on est sûr qu'ils ne sont pas frères et sœurs sont appelés frères et sœurs. Il faut bien avoir à l'esprit de ce système-là. Donc il peut y avoir en effet des relations incestueuses entre frères et sœurs qui seront parfaitement tolérées, à condition que ces frères et sœurs, évidemment, appartiennent à des générations différentes. Mais ils ne sauront pas qu'ils sont des frères et sœurs. Oui. Alors, je pense que Comme la là, plupart des parents de leur... il La a plupart compris. des parents de leur... Je pense qu'il a compris que il y avait l'interdit de l'inceste, je suppose, à l'époque, déjà qui était prédominant. Donc, il a cherché à trouver une solution pour que le système fonctionne tout en étant, tout en protégeant de l'inceste. Faudrait analyser ça de façon La plupart des vraiment parents de leur pointue. époque, ils avaient décidé que leur prochain enfant viendrait au monde grâce à ce qui était devenu la méthode naturelle. Les ovules qu'on vous a prélevés ont été fécondés avec le sperme d'Antonio, votre mari. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec 2 garçons sains et 2 filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. Tout d'abord, nous pouvons choisir le sexe. Y avez-vous réfléchi? Oh, nous voudrions que Vincent ait un petit frère, vous voyez, pour jouer avec lui. Bien. Vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tels que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce genre de Nous ne choses. voulons pas qu'il ait des maladies, certes, mais... Oui, nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard. Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous. C'est clair que l'humanité, dans son évolution, dans son futur, aura des choses à réfléchir sur toutes ces choses-là. La procréation, on voit bien qu'il y a une évolution vers la procréation qui se passera de l'accouchement, qui se passera... Il y a beaucoup de choses qui vont être... qui attendent l'évolution de l'humanité pour écarter l'eugénisme, pour écarter pour pouvoir apporter aux enfants le contact physique qui est nécessaire, qui se trouve dans le ventre, etc., entre la mère et l'enfant. Il y a tout un tas de choses que l'humanité sera contrainte de réfléchir. Il faut que les hommes les meilleurs s'unissent aux femmes les meilleures le plus souvent possible, et les plus médiocres, au contraire, le moins possible. Nourrir les rejetons des uns
et pas ceux des autres, ouais, il y avait si l'on veut que le cheptel soit de la meilleure qualité possible. Quand même extrêmement, et il faut que la mise en œuvre de tout cela passe inaperçue, sauf des dirigeants eux-mêmes. Il y avait quelque chose qui était, à l'époque, l'eugénisme était les meilleurs, c'était les, voilà, on le voit dans les mythes, dans Homère, etc. Il y a quand même quelque chose de lié au sang. C'était l'aristocratie était quand même drôlement puissante là dans les choses. Si l'on veut qu'en contrepartie, la troupe des gardiens reste le plus possible exempte de dissensions internes. Il faudra donc instituer par la loi des fêtes, au cours desquelles nous rassemblerons les promises et les promis, et des sacrifices. Et il faut faire composer par nos poètes des hymnes, appropriés aux mariages qui ont lieu. Et quant à décider de la quantité des mariages, nous en ferons une prérogative des dirigeants, de façon qu'ils préservent le plus possible le même nombre de guerriers, en prenant en compte les guerres, les maladies et tous les facteurs de ce genre, et que notre cité, autant que possible, ne grandisse ni ne diminue. Aussi, je crois qu'il faut faire des tirages au sort subtils, de façon que l'homme de qualité médiocre à chaque union accuse le sort et non les dirigeants. Quant à ceux des jeunes, bien sûr, qui sont vaillants à la guerre ou ailleurs, il faut leur accorder des privilèges, n'est-ce pas? Et une variété de prix. En particulier, d'être moins regardants sur les permissions qu'on leur donne de coucher avec les femmes, de façon, en même temps, à avoir un prétexte pour que le plus grand nombre des enfants soit issu de la semence de tels hommes. Et voilà comment on décide du sort des gardiens de la cité, Fulcran Tesserin, le texte que l'on vient d'entendre lu par Bernard Gabet, donc un extrait du livre 5 reprend quasiment point par point ce que vous venez d'énoncer, avec cette référence au film Bienvenue à Gattaca, dont vous avez peut-être reconnu l'extrait. Il est vrai que le terme d'eugénisme s'applique sans aucun doute à ce que Platon propose ici. Oui, d'autant plus que Platon se sert de la comparaison systématique avec les animaux. Les animaux se sélectionnent, se dressent. Les humains, de ce point de vue, sont pas différents. Mais alors, juste avant d'aller plus loin, parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises, comment fait-on pour continuer à accorder du crédit à Platon quand on voit tout ça? Parce que j'imagine, rassurez-moi, qu'on peut être platonicien sans cautionner tout ce que Platon énonce ici dans ce livre 5 de la République. Évidemment, je cautionne pas du tout, mais c'est quand même le texte fondateur de la philosophie et de la philosophie politique, et on trouve ce genre de choses. Et encore, j'ai pas lu les pages sur l'infanticide où il faut que les nouveau-nés auxquels on ne croit pas trop, on les met dans un enclos, on les laisse mourir de faim. Oui, on les expose. On les expose. Oui, enfin bon, c'est l'euphémisme pour dire qu'on les tue, quoi. Oui, ouais. on les tue. Alors, évidemment, le lecteur d'aujourd'hui, et moi le premier, bien sûr, je crie évidemment absolument pas ce genre de choses. En même temps, il faut, je sais pas pour du tout excuser Platon, mais rappeler que la pratique de la sélection, l'exposition des enfants était monnaie courante dans l'Antiquité. C'est des choses que l'on faisait. Oui, mais Platon pense à la justice. Il veut une cité juste, il nous propose une cité où on tue les nouveau-nés. Ah, mais parce que pour lui, il n'y a pas de cité, il n'y a pas de droit. La question des droits des enfants ou des droits de l'homme, c'est une question qui ne se pose absolument pas. Les individus ne sont pas titulaires de droits. Donc la justice n'est pas une affaire de droit. C'est pas du tout une affaire de droit. C'est une affaire de distribution. D'harmonie, de répartition. C'est une affaire de distribution et de répartition. Est devenu Mettons plus tard, les gens là où ils doivent être. Voilà. Faisons en sorte que les emplois correspondent à leur nature. C'est ça, la véritable justice. Pareillement, à l'intérieur de l'âme, ça veut dire que chaque partie de l'âme doit accomplir la fonction qui est la sienne. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, il serait bien de savoir si Socrate cautionnait ça. On raisonne sur la juste organisation, la bonne distribution des parties dans un tout, mais on ne raisonne pas sur des individus ou des parties de ce tout qui seraient d'entrée de jeu équipés, dotés de droits, ayant une créance sur la collectivité. Non,
Platon, c'est tout l'inverse. C'est les individus. Les individus n'ont rien à réclamer à la collectivité. C'est la collectivité qui peut éventuellement avoir à réclamer quelque chose aux individus, puisque c'est elle qui les forme et qui les dresse. Bon, donc évidemment, nous sommes farouchement attachés à cette idée d'un individu titulaire de droit, et nous sommes complètement effarés par ce que propose ici Platon. Mais Platon ne raisonne absolument pas à partir de l'individu comme une entité autonome ayant un certain nombre de prérogatives naturelles. Mais alors comment faire pour ne pas jeter Platon avec l'eau du bain, justement, parce qu'il a quand même quelque chose encore à nous dire? Mais parce que il est positionné à un moment de l'histoire où ce qu'il écrit, c'était presque novateur, malgré par rapport à ce qui était vécu dans l'époque. Alors aujourd'hui, c'est complètement autre chose, et on sait l'importance de la liberté, l'importance de laisser les choses se faire comme ça. Il n'empêche que l'humanité évolue vers un système où vers quelque chose que probablement l'humanité aura à réfléchir à tout ça, parce que dans son évolution, il y aura cette mise en commun, il y aura cette unification, comment vont se gérer les choses. Mais c'est clair et elles se géreront plus avec l'idée, l'eugénisme, c'est quelque chose maintenant qui est condamné absolument, l'inceste c'est condamné absolument, etc. Tout ça, c'est des choses que l'humanité a acquis totalement, et donc c'est pas quelque chose on peut pas revenir en arrière sur ce qu'on propose. Ce que propose Platon, c'est impossible. De toute manière, dès qu'on cherche à reprendre quelque chose qui était ancien, des valeurs anciennes, les valeurs des Romains, les valeurs des Grecs, les valeurs je ne sais pas moi, on en fait vivre les mêmes affres en réalité. Donc par contre, il y a des choses à l'intérieur de ça, philosophiquement, qu'il faut regarder de près et comprendre ce qui est novateur dans ce sens-là. Mais évidemment, bien sûr, à nous dire, ou alors est-ce qu'on se dit, c'était une autre époque, il n'y a pas l'idée même du droit de l'homme n'existe pas, donc il faut prendre ce texte comme étant. C'est-à-dire on peut distinguer deux choses. On peut à la fois reconnaître que sa conception de la justice comme principe de distribution conserve somme toute une forme d'actualité, parce que après tout, ce qu'on appelle aussi la justice sociale de nos jours, c'est aussi une question de distribution, de répartition. Donc l'idée que la justice a à voir avec une distribution et une répartition, elle est toujours pertinente, me semble-t-il. Deuxièmement, l'idée selon laquelle cette répartition ou cette distribution doit obéir à une forme d'égalité qu'il appelle l'égalité géométrique, et non pas arithmétique. C'est-à-dire qu'on va pas donner... Je viens de comprendre quelque chose. En réalité, dès qu'on cherche à imposer à la société humaine un modèle de vie, on tombe dans la dictature, obligatoirement. On peut pas... Voilà, Platon, quand il propose ce type de société, même s'il y a le truc de la justice, de l'égalité homme-femme, même s'il y a des choses qui sont ponctuellement intéressantes, à partir du moment où c'est une proposition et qu'on ne laisse pas la société humaine s'organiser toute seule dans son mécanisme, dans son évolution, eh bien on pose un problème à l'humanité. Et c'est pourquoi, quand je dis l'humanité va vers sa perfection, ça c'est la finalité selon moi, mais après le chemin pour y aller, il n'y a pas ni à l'accélérer, c'est la première phrase, une des premières phrases, sur la première page du site Mécanique universelle, il y a cette phrase-là, on ne doit pas chercher à imposer un rythme, de façon
autoritaire ou dictatorial un modèle de société pour accélérer les choses, pour aller à la perfection, par exemple. Non, la seule chose, c'est l'humanité. Elle prend les choses, elle a son rythme propre, et à ce moment-là, l'évolution se fait dans la douceur, dans la tranquillité. Voilà. On ne peut pas faire passer, on ne peut pas demander à un enfant d'être un adulte, de se comporter en adulte. C'est pas possible. Voilà. Donc, c'est de cet ordre-là. Donner la même chose aux mêmes individus, on va donner de façon différenciée à des individus qui sont différenciés. La justice proportionnelle ? Une justice proportionnelle, voilà. Cette idée de proportionnalité ou d'ajustement de la distribution, elle est toujours encore pertinente. Hein. Les penseurs de la justice sociale pensent eux aussi à une répartition qui tienne compte des besoins ou du type d'individu auquel on s'adresse. Bon, donc cette compréhension de la justice me semble être, dans son aspect formel, disons, conserver toujours sa pertinence. Maintenant, est-ce que on doit souscrire aux mesures eugénistes? Non, évidemment pas. Voilà. Donc je crois qu'on peut assez aisément distinguer le plan conceptuel du plan des mesures concrètes que Socrate ici propose pour l'organisation de sa justice, de sa cité idéale. Pardon. C'est ce que tente de faire le philosophe Bertrand Russell. Écoutez. On va arrêter là pour cette vidéo. Voilà, on rentre dans le dur là. C'est un peu compliqué et c'est vrai que. Mais ça permet justement de préciser que il faut laisser la souplesse d'évolution à l'humanité. L'humanité, elle évolue à son rythme, elle a son rythme. On peut faire des propositions, on peut dire ça serait mieux que la société fasse ça, et il faut faire des lois, etc. Que l'organisation politique qui essaye de trouver des nouveautés pour que le monde aille mieux, c'est parfait, il faut être dans ce sens-là, il faut s'investir dans l'humanité, mais il ne faut pas imposer à l'humanité. Voilà, la chose c'est ça. C'est légiférer, réfléchir, comprendre si ça, etc. Et le rythme de l'humanité évolue à ce moment-là comme il le faut, quoi, dans sa nature. En fait, c'est ça. Et donc, il faut enlever tout ce qui est autoritaire, dictatorial dans le Platon de base. Voilà, merci pour votre écoute et puis à très bientôt. Au revoir.